4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yup les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 31 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, nous sommes au mois de février 2007 et dans cette vidéo nous allons booker l'intégralité du deuxième mois de l'année avec non pas 4 mais 5 shows au programme puisque oui, on a bien sûr en fin de mois AEW Revolution numéro 3, troisième du nom, qui est bien sûr notre WrestleMania à nous. On va pas perdre plus de temps que ça, tout de suite rentrer dans les backstage du premier AEW Dynamite de cette vidéo, également premier AEW Dynamite de ce mois de février 2007, parce que oui, on a quand même du pain sur la planche. Vous voyez un backstage rating à 97%, c'est presque parfait. Des incidents locker room, on va tout de suite aller les traiter en espérant qu'ils soient positifs. Incident impliquant Tammy Stitch. Je suis quand même très sceptique quant au bien fondé de cet incident. Qu'est-ce qui s'est passé? Tammy Stitch, apparemment, qui a pris le hit avec un fan à l'extérieur de l'arène. Oula, a priori c'est devenu physique à un certain moment et je suis obligé de dealer avec Tammy Stitch par rapport à cette situation très délicate. Je vais lui mettre une amende parce qu'il faut quand même pas déconner. Rien ne résulte de ça. Elle améliore pas son comportement, mais au moins on a évité le drame. Incident impliquant Mike Mizanin et Ted DiBiase Senior, ça on sait que c'est la cour des catcheurs. Mike Mizanin amené devant la cour des catcheurs, accusé d'avoir a priori oublié de nettoyer le backstage alors qu'il était le dernier à partir. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence bien sûr est de nettoyer tout son bordel dans les backstage et ensuite de payer un coup à boire à tout le monde après le show. C'est très vintage, merci mon petit DiBiase Senior. Je boucle le show de mon côté et on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes au CO Balk Field House devant 3324 pèlerins dans le Mid-South et oui, j'ai décidé d'aller à nouveau dans le Mid-South pendant tout le mois de février, histoire d'accroître notre popularité et notre importance dans une nouvelle région des États-Unis. On fera même AEW Revolution, troisième du nom, dans une arène du Mid-South, histoire de bien booster notre popularité et notre importance dans cette région des États-Unis qui est en train de monter petit à petit, qui nous permettra peut-être de passer en size occulte dans les semaines ou mois à venir. Et nous démarrons avec un rating correct de 62 et le retour de Super Dragon qui est en action face à Balls Mahoney. Super Dragon qu'on n'avait pas vu depuis sa défaite à Blood and Guts face à l'ami Bryan Danielson. C'était lors de la dernière semaine du mois de novembre 2006, vous vous en souvenez. Et on démarre donc avec un 62 avec de l'action en plus qui est assez rare pour être signalé. Et retour gagnant bien sûr pour Super Dragon qui dans un match descend va défaire Balls Mahoney en 12 minutes 08 avec le Magnum Driver. Rien à signaler, match que j'ai mis en style de show complètement clean. 57 de performance héroïque pour Super Dragon, ce qui est plutôt bon, on va pas se le cacher. C'est avant tout quand même, on le rappelle, un catcheur par équipe. Et Balls Mahoney qui fait un correct 47, ça nous donne un bon 62 et du bon momentum aussi pour Super Dragon qui à l'issue de son match va se faire couper par Ted DiBiase Senior et toute sa clique alors qu'il est en train de célébrer, de communier avec le public. Bon, petite intrusion, ici le Vico du futur. Et oui, au moment où j'enregistre cette séquence, je suis en train de monter l'épisode numéro 31 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Et je viens de m'apercevoir qu'il y avait quelques petits problèmes de son sur cette séquence. Et donc du coup, là, vous me voyez parler un petit peu dans le vide, sans son aucun. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe à l'issue du coup de la victoire de Super Dragon sur Balls Mahoney, il faut savoir que Ted DiBiase Senior et toute sa clique vont interrompre la célébration et la communion de Super
Super Dragon avec le public. Ted DiBiase Senior qui félicite l'ami Super Dragon après sa victoire face à Balls Mahoney et qui est content, de manière ironique en tout cas, de retrouver Super Dragon après finalement des mois compliqués, puisque la dernière apparition de Super Dragon c'était il y a 3 mois lors du pay-per-view Blood and Guts où il avait perdu contre Bryan Danielson. Et quand même il est surpris, l'ami Ted DiBiase Senior, de voir que l'ami Super Dragon est attendu 3 mois patiemment, sagement, avant que Polyman lui offre une opportunité et une nouvelle spotline. Et a priori, comme Ted DiBiase Senior est le seul homme qui s'inquiète un petit peu et s'enquiert un peu de la carrière de Super Dragon, lui demande de prendre la bonne décision pour sa carrière et donc de partir de la All Elite Wrestling. Forcément, le public boue, Ted DiBiase Senior qui essaie de prouver son point et qui demande à Tommaso Ciampa de lui apporter sa mallette. Et il ouvre cette mallette, il y a $100 000 dedans, ce qui correspond quand même à des mois importants de salaire pour Super Dragon. Donc il l'invite avec ce pot de vin à prendre la bonne décision pour sa carrière, à se casser de la All Elite Wrestling où finalement il ne lui arrivera jamais rien de bon. Super Dragon prend le micro et annonce à Ted DiBiase Senior qu'il va prendre cet argent effectivement, puisque c'est assez tentant, mais qu'avant de prendre les $100 000 offerts par Ted DiBiase Senior, il va prendre l'or autour des hanches de l'ami Bobby Roode qui s'insurge du fait que l'ami Super Dragon puisse comme ça le challenger et vouloir une opportunité de titre alors qu'il ne le mérite pas, alors que c'est un homme brisé, un mec qui s'est fait trahir par son ancien partenaire Bryan Danielson, qui a perdu le dernier match en pay-per-view en date, bref. Et l'ami Super Dragon challenge donc la semaine prochaine Bobby Roode à un match alors que le titre ne sera pas en jeu, pour tout simplement prouver son point et montrer qu'il peut être un futur aspirant au titre de la TNT. Derrière, Shantae Taylor va faire face à Becky Belair. Becky Belair qui, on le sait, ces dernières semaines, a quand même du mal. Effectivement, les Young Wolves, au revoir, merci. Derrière, Maryse qui l'humilie. Et là, elle essaie de reprendre un peu de momentum, un peu de confiance à sa Shantae Taylor. Et malheureusement, dans un match terrible, parce qu'il est défini comme tel, c'est Shantae Taylor qui va prendre la victoire parce que Jazz, qui est à la table des commentateurs, va trash talk Becky Belair, et Becky Belair va entendre et va se focaliser sur Jazz. Et elle va pas voir Shantae Taylor qui derrière va pouvoir lui appliquer son finisher, tomber 1-2-3, victoire de Shantae Taylor. Becky Belair, ce qui s'est encore fait, ça commence par un B et ça finit par un R, je vais pas dire le mot. Bref, 34 de rating, performance de 35 pour Shantae Taylor, 18 seulement pour Becky Belair, on a du mal à décoller du côté du in-ring. Derrière, Tyler Black et Jon Moxley sont avec Tammy Lynn Stitch dans les backstage. Et Tyler Black et Jon Moxley nous annoncent que ce soir, dans le main event, ils vont affronter, on le rappelle, Mike Barton et Kip James, les Teen Idols. Ils vont aller chercher le titre et donner un second titre à sa faction avec bien sûr Booker T Nash qui est, on le rappelle, le champion du monde de la All Elite Wrestling. Tyler Black et Jon Moxley, ils ont gagné un Fatal 4-Way il y a 2 semaines. Ils empochent leur opportunité ce soir. Et à la fin de la soirée, c'est ce qu'ils nous disent, ils seront les nouveaux champions du monde par équipe. Et tout The Nest, avec le Dark Angel, auront des titres de champion du monde autour des hanches. Rien de bien particulier dans ce segment. Tyler Black qui apparemment n'a pas trop été à l'aise pour aller en dehors du script, et Tammy Lynn Stitch qui fait quand même un boulot sympa pour aider Tyler Black et Jon Moxley dans cette promo. 63 de rating, c'est plutôt pas mal. Derrière, James Keenan va faire face à Colt Cabana. Colt Cabana qui la semaine dernière a été pris quand même sous son aile par l'ami Terry Funk qui lui a demandé de remonter sur le canasson, et tonton Terry qui lui a dit je vais t'aider à remonter sur le canasson, et rien de mieux que de se remettre en selle face à James Keenan dans un match one-on-one. Match terrible, bien sûr, vous vous en doutez, 31 la note, les deux sont pas très populaires, sont pas non plus encore des catcheurs que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, James Keenan, on sait qu'aujourd'hui il est commentateur à cause d'une vilaine blessure au niveau de la nuque. Match terrible que Colt Cabana va remporter face à James Keenan en 7 minutes 26 via pinfall avec un petit paquet. Et oui, bien sûr, du très bon boulot de la part de Terry Rickside qui peut-être a aidé Colt Cabana à prendre cette victoire. Victoire donc de Colt Cabana qui met fin à cette losing streak. 25 de performance in ring de James Keenan et 30 de Colt Cabana. Et enfin, le main event qui nous fait une excellente note de 82. Oui, cette note pète sa maman bien verte, vous la voyez comme moi. Match entre les Teen Idols et The Nest, et oui, qui empochent leur opportunité aujourd'hui dans le main event pour les titres par équipe. Match avec une grande 8 et du bon catch, vous l'imaginez. Oui, sur le papier quand même, ça a de la gueule, cette rencontre entre une équipe de vieux briscards et une équipe de jeunes loups. 16 minutes 27 de combat. C'est le temps qu'il aura fallu pour départager les deux équipes. Et dans ce match, avec une grande hit et du bon catch, c'est The Nest qui va remporter les titres par équipe. Quand Tyler Black va défaire Mac Barton avec un God Last Gift.
après la distraction de Kevin Nash, The Nest deviennent les nouveaux champions du monde par équipe. Des performances de 76 pour Kip James, 60 pour Mike Barton, 56 et 67 pour Jon Moxley et Tyler Black. Nous avons donc de nouveaux champions au sein de la fédération de l'élite et une note qui nous fait un bon 71 de rating, ce qui va nous permettre d'acquérir et d'accroître plutôt notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.18 de TV rating, les petits potes, pour le premier AEW Dynamite du mois de février 2007. 138 650 viewers cette semaine, c'est beaucoup moins que les 147 710 viewers de la semaine passée, presque 10 000 viewers de moins. Pourtant, on fait quand même 5 points de plus en termes de qualité de show par rapport à la semaine passée. Il y a des trucs qui sont encore une fois assez incompréhensibles, mais ça va quand même nous permettre, ce show, d'améliorer notre popularité dans le mid-souff. On le sait, je vous rabâche les oreilles sans cesse avec ça. Pour atteindre la size occulte, qui, je rappelle, le niveau qui nous permet de signer nos catcheurs et donc de ne plus voir nos talents les plus importants partir dans d'autres fédérations, il faut 48% d'importance dans 2 régions des États-Unis. On a déjà 51 dans le Midwest. On va essayer de mettre les bouchées doubles dans le mid-south. C'est pour ça qu'on va partir là-bas pour les 4 derniers shows donc de ce mois de février. On se retrouve bien sûr dans les backstage du deuxième AEW Dynamite pour traiter des incidents backstage s'il y en a. Et puis bien sûr, s'il y a des news croustillantes à vous communiquer d'ici là, je reviens vers vous. Ne vous inquiétez pas. Aucune news croustillante sur la dernière semaine écoulée, les gens, donc on se retrouve directement dans les backstage du deuxième AEW Dynamite du mois de février 2007. Vous le voyez, ça clignote rouge, il y a des incidents locker room, backstage rating à 95%. J'ai pris la liberté en off de renégocier les contrats de Tyler Black et de Jon Moxley qui arrivaient à échéance. Jon Moxley qui a demandé un salaire de $2100 par apparition, 2300 pour Tyler Black, comme ça vous savez tout. C'est parti pour les incidents backstage. Incident impliquant Tommaso Ciampa et donc Ted DiBiase Senior. C'est la cour des catcheurs à n'en pas douter. Tommaso Ciampa amené à la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de serrer la main à quelqu'un. Forcément, ça met le locker room en tension quand c'est comme ça. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est de payer à boire pour tout le monde après le show. Tommaso Ciampa qui n'améliore pas son comportement, mais c'est pas grave. On a plutôt bien, je pense, géré l'incident. On reste à 95% de backstage rating. Tout va bien le mieux dans le meilleur des mondes. Direction le mid-south pour le deuxième show donc de la vidéo. Bougez pas, on se retrouve tout de suite pour en débriefer. De retour au CO Bulk Field House devant 3321 pèlerins, et oui, comme la semaine dernière dans le mid-south, dans la même arène. On démarre beaucoup mieux que la semaine dernière, il faut le dire. 88 de rating, un segment qui pète sa maman. Les protagonistes s'affichent juste en face de vous, bien sûr, vous les reconnaissez. De la star power, de la qualité dans ce segment. Kevin Nash, Tyler Black, Jon Moxley sont les premiers à arriver au centre du ring. Le champion solo, le champion par équipe. Kevin Nash qui se félicite d'avoir vu Tyler Black et Jon Moxley faire fructifier leur opportunité la semaine dernière. Il les a laissés s'émanciper, essayer de faire briller leur talent. Un talent qui avait été un petit peu bridé par Raven, leur mentor de l'époque, qu'ils utilisaient simplement pour servir ses intérêts. Kevin Nash, qu'ils auraient se félicite d'avoir son groupe et sa faction au top de la All Elite Wrestling. C'est le groupe le plus dominant de l'histoire de la fédération, mais tous ces bons sentiments un peu glauques, un peu dark, vont être coupés quand même de manière assez rapide par Steve Austin. Steve Austin qui il y a 2 semaines s'est retrouvé dans le ring face à Kevin Nash pour le titre mondial de la fédération. Steve Austin qui voulait vraiment péter le cul de Kevin Nash. C'est vrai que ces dernières semaines c'est assez devenu personnel, il voulait récupérer le titre qui, selon ses dires, il n'avait jamais perdu du côté de Blood and Guts, donc en novembre dernier. Et donc Steve Austin veut à nouveau son opportunité après ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est-à-dire une double disqualification énoncé par l'arbitre. Bien sûr, Kevin Nash n'est pas d'accord, parce que Kevin Nash le dit, attends, t'as eu tes opportunités, t'es passé à côté 1 fois, 2 fois, 3 fois, maintenant stop, au revoir. Et forcément, ça se balance des noms d'oiseaux. Steve Austin qui va commencer aussi un peu à trash talk Tyler Black et Jon Moxley, puis Paul Heyman qui sent que ça chauffe, dit les gars, ça suffit, on va pas recommencer comme ça, vous allez pas vous mettre sur la tronche, on va pas essayer de faire venir la sécurité dès le début de show, on va essayer que le produit soit regardable et surtout corresponde aux normes TV, donc pas de baston, pas d'objet illicite, rien du tout. Bon, ok, vous avez tous marqué un peu votre point. Kevin Nash, t'as raison. Steve Austin a eu beaucoup d'opportunités. Voilà, Steve Austin
par rapport à ses agissements, devrait peut-être éventuellement être suspendu. Mais le fait est qu'on arrive près de Révolution 3, qui est notre gros pay-per-view. Et Kevin Nash, finalement, t'as jamais épinglé 1-2-3 l'ami Steve Austin. Hein. T'as juste gagné via, effectivement, stoppage, parce que l'arbitre pensait que Steve Austin ne pouvait plus combattre. Mais la vérité, c'est que peut-être que Steve Austin aurait pu continuer le combat. C'était subjectif, hein, l'avis et la décision prise par Earl Hebner à l'époque. Donc, dans la mesure où tu n'as jamais battu Steve Austin, mon petit Kevin Nash, bah tu vas remettre ton titre en jeu du côté de Révolution, et à partir de là, vous allez régler vos comptes, et il n'y aura plus du tout de rematch après ça. Voilà, c'est la der Révolution 3. Steve Austin, Kevin Nash est annoncé par Paul Heyman. Bien sûr, Steve Austin est heureux. Kevin Nash, vous imaginez qu'il tire la gueule. Bref, voilà le main event déjà de notre Révolution 3 qui est déjà planté. Bref, un gros 88 de rating. Tout va bien. Kevin Nash qui a fait du bon boulot. Steve Austin également. John Moxley, lui en revanche, est toujours paumé. Mais c'est pas grave, la storyline d'Archangel avance et gagne de la hit. Derrière, Nikki Rox et Gail King qui font face à Sweet Sarah et Becky Belair qu'on a vu perdre la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, oui. Elle fait équipe avec Sweet Sarah cette semaine, et dans un match pauvre, et ben c'est Sweet Sarah et Becky Belair qui vont défaire Nikki Rox et Gail Kim en 6 minutes 52, quand Sweet Sarah va défaire Nikki Rox via pinfall avec la superplex. En termes de in-ring work, Becky Belair est toujours à la traîne, 18 de performance in-ring. Pourtant, c'est pas une nana qui a des stats basiques et en psychologie dégueulasses, mais on n'arrive pas à décoller. C'est vraiment dommage, je n'arrive pas à me l'expliquer. 42 de performance ring pour Sweet Sarah, 32 pour Nikki Rox et 37 pour Gail Kim. Victoire des Heels, et cette victoire aura son importance, vous allez voir, dans les prochaines semaines. Derrière, Travis Fimmel, Mike Mizanin et Maryse, The Young Wolves, qui sont dans le ring et qui vont se plaindre de ne pas avoir été les challengers numéro 1 au titre par équipe la semaine passée. Ça aurait dû être leur opportunité face aux Teen Idols. Et finalement, Tyler Black, John Moxley, The Nest ont pu prendre l'opportunité parce que Kevin Steen et Generico ont coûté la victoire à Travis Fimmel et à Mike Mizanin. Oui, Travis Fimmel, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Il part du principe qu'El Generico et Kevin Steen, se sachant incapables de gagner, ont voulu coûter la victoire à Travis Fimmel et à Mike Mizanin, qui représentent les leaders de la nouvelle génération. Donc Travis Fimmel et Mike Mizanin, ils trash talk un petit peu Kevin Steen et El Generico. Maryse qui est là un petit peu en pot de fleurs, bien sexy. Et Kevin Steen et El Generico, ils ont marre de se faire trash talker, ça fait 3-4 minutes que ça dure. Et Kevin Steen prend le micro et dit écoute, t'as l'air d'en avoir gros sur la patate face à nous. Là, on a un petit peu de temps apparemment sur la carte. Si ça vous dit, là on règle les comptes. Hein, vous avez apparemment beaucoup de choses à nous reprocher. Bah allons-y, réglons ça dans le ring, là tout de suite maintenant. Pas de soucis, pas d'angoisse. Pour la gimmick de Mike Mizanin qui est toujours aussi dégueulasse, c'est pas très grave. Le match suit. Et ça nous fait un très bon 62 de rating, je pense qu'on peut quand même le dire. El Generico contre les Young Wolves, match décent, ouais, c'est défini comme tel. Et bah c'est El Generico qui va remporter la victoire en 13 minutes 01 via pinfall quand Kevin Steen va défaire Mike Mizanin avec le package Pile Driver complètement clean, aucune intervention, toujours du très bon boulot de Maryse ringside. Mike Mizanin, il faut changer la gimmick, ça va absolument pas du tout. Et au niveau des performances, on a 41 pour El Generico, 69 pour Kevin Steen, 25 pour Mike Mizanin, mon dieu, et 43 pour Travis Fimmel, victoire des Face, victoire qui, vous l'imaginez, parce qu'on ne fait jamais rien par hasard, aura son importance plus tard. Tammy Lynn Stitch, qui est backstage et qui est face à Bobby Roode et Ted DiBiase Senior, et Tammy Lynn Stitch qui veut savoir si le challenge proposé par Super Dragon tient toujours. Est-ce que Bobby Roode va accepter un match face à Super Dragon, one-on-one, le titre pas en jeu? Et Bobby Roode, qui s'avance très confiant, nous dit qu'il n'y a aucune raison de refuser un match dans le main event. Voilà, parce que Bobby Roode, c'est le champion TNT, il peut faire briller sa ceinture, il peut faire briller un peu son nom, et face à un homme brisé, qui a perdu pas mal de ses matchs, qui se pense arriver parce qu'il a battu Bulls Mahoney, et ben c'est peut-être le moment de prendre une victoire et de la confiance, et d'assouvir et d'asseoir encore un peu plus son règne de champion TNT, même si le titre ne sera pas en jeu ce soir. Donc Bobby Roode accepte le challenge de Super Dragon, et les deux vont s'affronter dans le main event de ce soir. Ted DiBiase Senior qui apparemment n'a pas fait un bon boulot pour aller en dehors du script, et Bobby Roode qui n'a pas été bon pour improviser dans le dialogue. C'est pas très rare, la storyline continue à avancer grâce à ce segment, c'est le principal.
Derrière, Chris Hero fait face à Colt Cabana qui a pris une victoire, on le rappelle, face à James Keenan la semaine passée via roll-up, et va faire la même chose dans un match avec très peu de hits et du terrible catch, puisqu'il va battre Chris Hero en 6 minutes 22 via un roll-up. Terry Funk était présent ringside, ce n'est pas mentionné, mais il était présent, 35 de rating. On va dire que c'est plutôt pas mal au vu des notes, puisque 31 pour Chris Hero, 32 pour Colt Cabana, ça veut dire que le match était plutôt bien booké, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Victoire donc de Colt Cabana qui prend une deuxième victoire de suite. Et enfin, le main event. Alors c'est sûr que c'est pas un 82 comme le main event de la semaine passée, mais c'est pas grave. Bobby Roode face à Super Dragon. 67 donc de rating, match avec une bonne hit et du décent catch. Le titre bien sûr TNT n'est pas en jeu, on le rappelle. C'est Super Dragon qui va battre Bobby Roode en 10 minutes 45 via pinfall avec le curb stomp après l'intervention botchée de Barbara Keenan qui a essayé d'aider Bobby Roode, qui pourtant n'en avait pas forcément besoin. Il était là, il était présent face à Super Dragon, il dominait son sujet, il était dans le match, et Barbara Keenan qui va intervenir et qui va coûter la victoire à Bobby Roode. 67 de rating, Super Dragon qui prend donc une victoire sur le champion TNT. Performance de 61 pour Bobby Roode, 55 pour Super Dragon. Et la storyline, The Money Man avance grâce à ce segment, et surtout gagne de la hit, c'est important aussi. Et on fait un 67. 67 performance, on gagne la popularité dans les 16 régions des États-Unis, on fait 4 points de moins que la semaine passée, mais je pense quand même qu'on devrait faire un rating, un TV rating plutôt correct. 0.18 de TV rating, les petits potes, 142 450 viewers cette semaine via TV, c'est mieux que les 138 650 de la semaine passée. Pourtant on fait quand même un show avec 4 points de moins que celui de la semaine dernière, mais on continue à améliorer notre popularité et surtout notre importance, parce que c'est ça qui compte dans cette région des États-Unis. On sera encore dans le mid-south la semaine prochaine et encore la semaine d'après pour le dernier Dynamite donc de ce mois de février, et puis aussi pour notre WrestleMania à nous, AEW Revolution 3ème du nom. On se retrouve bien sûr dans les backstage du 3ème AEW Dynamite de ce mois de février. Si d'ici là il n'y a pas de news croustillantes à vous communiquer, puisque s'il y en a, je m'arrêterai dessus et je n'hésiterai pas à vous les communiquer. James Keenan qui me demande une augmentation de sa casque. On va voir ce que veut Lascar. Il est apparemment payé 350 $ par apparence. Effectivement, c'est très peu, moins que les 610 qu'il pense valoir. Il veut donc 260 $ de pay rise. Je vais lui donner une paie complète. Je pense que le garçon va être plutôt content, et moi de toute façon ça va pas me coûter grand chose. Le garçon était vraiment payé très peu cher, limite c'était gratis. Les renégociations de contrat qui aboutissent avec Jon Moxley et Tyler Black, on va tout de suite bien sûr s'empresser de les re-signer aux champions du monde par équipe, voilà qui est fait. Chris Hero, lui aussi, on a essayé de renégocier un petit peu avec lui, puisqu'on a besoin de garçons dans la lower mid-card, histoire de promouvoir quand même quelques talents. Et Nick Nemefem, donc l'ami Dolph Ziggler, qui apparemment a changé de type de corps et qui est désormais un petit peu tonique. Nick Nemefem qui est en développement avec la Ohio Valley Wrestling et qui est a priori le champion du monde par équipe là-bas. Je ne peux absolument pas le négocier, puisque il est en deal écrit avec la Ohio Valley Wrestling, école formatrice à l'époque de la WWE. Nous sommes dans les backstage du 3ème AEW Dynamite du mois de février 2007. Vous le voyez, on a 100% de rating absolument parfait. Locker Room Incident, on va tout de suite aller les traiter en espérant que ce soit positif. Tammy Stitch, là j'imagine qu'elle s'est pas battue avec un fan. Là j'imagine qu'à mon avis elle s'est battue avec la drogue et qu'elle a perdu. Voilà, elle s'est trop droguée et elle doit rester à la maison parce qu'elle n'est pas en condition de travailler. Star Warning, j'en peux plus. J'en peux plus là, voilà, c'est la prochaine fois que tu dégages, franchement ça devient compliqué là. Elle arrive à améliorer son comportement et elle est contente de ma décision. Bret Hart aussi est très content, mais c'est vrai que là, Tammy Stitch c'est très compliqué, c'est un peu comme Justin Incredible ou même comme Becky James. C'est des gens qui sont accros à la drogue et franchement ça devient extrêmement compliqué, surtout quand tu peux pas compter sur eux, sachant qu'en plus c'est une annonce de talent. On a besoin de ce genre d'individualité pour permettre à la fédération de progresser et surtout pour faire des ratings, notamment dans certains segments qui sont soit corrects voire bons. Donc c'est un petit peu dommage qu'elle soit pas là, sachant que j'ai sur le coude à sa place seulement Amy Weber qui n'est clairement pas du même niveau.
Mitsouf, nous revoilà, cette fois-ci au CO Fillmore Auditorium devant 3576 pèlerins et nous démarrons le show fort, très fort avec un 80 de rating. Vous voyez les protagonistes, on a mis des petits plats dans l'écran, il y a du monde et le show va démarrer avec Kevin Nash, Tyler Black et Jon Moxley, les champions du monde de la fédération, solo et tag team, qui sont les premiers dans le ring. Kevin Nash qui va se plaindre de la décision de Paul Heyman d'accorder un rematch à Steve Austin pour le titre mondial de la fédération au prochain pay-per-view AEW Revolution. Il va déverser un petit peu sa haine, à faire du trash talk sur Steve Austin et finalement ce dernier va débarquer, le bris de glace, les fuck, tout le monde est debout et il est accompagné de Kip James et de Mike Barton, Steve Austin. Et Steve Austin interpelle Kevin Nash en disant que tu as l'air d'en avoir quand même gros sur la patate, on sent que t'es frustré, on sent que t'as envie de déverser ta haine, pourquoi tu le ferais pas ce soir dans le ring? En plus j'en ai deux là avec moi, Kip James et Mac Barton, eux aussi ils en ont gros sur la patate, ils ont des comptes à régler avec Tyler Black et Jon Moxley par rapport à ce qui s'est passé lorsqu'ils ont perdu les titres par équipe, donc ce soir il peut y avoir une grosse baston, ce soir on peut tous les deux, tous les six pardon, déverser nos haines. Et Paul Heyman qui sent que ça dégénère, essaye d'intervenir pour pas que ça parte en brouhaha complet à l'extérieur du ring avec des objets contendants, et il annonce que dans le main event, eh bien, il y aura un six-man tag, Tyler Black, Jon Moxley, donc The Nest, avec Kevin Nash, le Dark Angel, face à Steve Austin, Kip James et Mac Barton. Le main event est donc acté et on retrouvera tout ce beau monde donc dans le dernier segment du show. Kevin Nash qui s'améliore sur sa gimmick, Steve Austin qui a fait un super boulot, tout comme Kate James, Paul Heyman apparemment pas super pour improviser dans le dialogue, Jon Moxley complètement paumé et Mike Barton qui n'est pas ressorti fort de ce segment, mais le principal c'est que la storyline avance avec ce segment sans perdre de hit. Derrière, Super Dragon va faire face à Tommaso Ciampa, et oui, après avoir battu Bobby Roode, one on one, complètement clean, intervention botchée de Barbara Kidane qui a essayé de mettre un petit peu son nez dans le business de Super Dragon. Super Dragon affronte l'un des bras droits, l'un des hommes de confiance de l'ami Ted DiBiase Senior, à savoir Tommaso Ciampa, et dans un match décent, Super Dragon va battre Tommaso Ciampa en 9 minutes 47 parce qu'il faut pas déconner, avec le Curb Stomp, victoire de Super Dragon qui se positionne, s'il en est encore besoin, pour le titre TNT, 56 de performance ring pour Super Dragon, 38 pour Tommaso Ciampa, et la storyline Moneyman avance mais perd un petit peu de hit. Dommage. Derrière, Daphné et Ryan vont faire face à Nighty Neidhart et Shantae Taylor, un nouveau match féminin par équipe, le match féminin de la soirée, et un match pauvre, plutôt défini comme tel, 42 pourtant de performance in ring qui pour moi est quand même correct pour un match féminin. Nighty Neidhart et Shantae Taylor qui vont prendre la victoire face aux Hill Daphné et Rain après 7 minutes 08 de combat, et Nighty Neidhart qui applique son sharpshooter bien sûr sur Daphné pour faire taper cette dernière. Victoire donc de Nighty Neidhart et de Shantae Taylor, les face, performance de 34 pour Rain, 26 pour Daphné, 36 pour Shantae Taylor, et Nighty Neidhart est à 41, un petit peu au-dessus de tout le monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui va se passer juste après. Mon dieu, ça n'intéresse personne, pourtant il y a Paul Heyman faire un 33 avec Paul Heyman dans le segment. Ça là, c'est vous dire à quel point les filles sont pas du tout populaires, à quel point les gens s'en foutent. Mais bon, faut bien faire quelque chose, on arrive à Révolution. Heyman, qui annonce, après ce qu'il a vu ces dernières semaines, annonce un Fatal 4-Way. Et il annonce les participantes les plus méritantes dedans, forcément, celles qui ont gagné des matchs ces dernières semaines. Et donc il annonce que la semaine prochaine va se tenir un Fatal 4-Way opposant Shantae Taylor, Sweet Saraya, Becky Bellès et Nighty Neidhart pour faire face à Jazz à Révolution. La vainqueur de ce match-là affrontera Jazz à Révolution, troisième du nom, pour le titre féminin de la All Elite Wrestling. Jazz est mentionnée, mais n'est pas présente. 33 donc de rating. Yann Rotten qui fait face à Colt Cabana, match pauvre. Colt Cabana qui, après avoir fait 2 victoires successives, se frotte à Yann Rotten, match pauvre pour Colt Cabana face à Yann Rotten, 39 de rating seulement, et Colt Cabana qui va continuer, poursuivre sa winning streak avec donc cette victoire face à Yann Rotten, 5 minutes 56 via pinfall avec encore une fois un roll-up. Terry Funk qui fait du bon boulot ringside, 38 de performance in ring pour Yann Rotten, 31 pour l'ami Colt Cabana. Nouvelle victoire donc de notre Boom Boom Colt Cabana. Ça, mais restez dans la tête cette musique d'entrée du côté de la All Elite Wrestling. Bref. Et enfin le main event qui nous fait un gros 82, sa maman Kevin Nash et The Nest qui font face à Steve Austin et Teen Idols.
Match avec une fantastique élite et du grand catch, tu m'étonnes, vu les protagonistes. Mais c'est un match qui va accoucher d'une souris, parce que ça va se terminer en draw. Et ouais, aucune équipe va gagner, puisque après 20 minutes, le temps limite est expiré. Et oui, Earl Hebner a à nouveau pris une décision qui va à l'encontre du souhait de l'ami Steve Austin qui se sent à nouveau lésé alors qu'il avait l'avantage avec son équipe face à Kevin Nash et The Nest. 82 de rating, draw prononcé par Lebner, qui va bien frustrer Steve Austin. Les performances sont quand même très bonnes, 54 de John Moxley, 64 de Taylor Black, Kevin Nash est à 65, 56 pour Mike Barton, 72 pour Kip James, Steve Austin est à 91, il s'est envolé, laisse tomber, et la storyline d'Archangel avance avec ce segment. Et ça fait un bon 73 de rating. Et ça nous permet, excusez-moi, petit rototo, d'améliorer notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. C'est pas mal. C'est même très bien. 0.19 de TV rating, les petits potes, soit 0,1 point de mieux que la semaine passée, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on était à 142 450 viewers la semaine dernière, et désormais on est passé à 142 530, comme quoi faire quelques centaines de viewers de plus, et ben ça nous fait gagner quand même 0,1 point. On était 3576 personnes dans les gradins, beaucoup plus que la semaine passée, et là cette fois-ci, on est quand même récompensé d'un show qui nous fait quand même 6 points de plus que la semaine dernière. On va petit tour quand même sur la size, voir ce que ça donne. Effectivement, on a 35 dans le mid-souff et c'est pas terminé puisqu'on va terminer nos shows, je vous le rappelle, de ce mois de février, toujours dans cette région des États-Unis, dans le but bien, de prendre de l'importance dans une deuxième région des États-Unis pour aller chercher cette size occulte avec ces fameux 47% d'importance. C'est au moins 47% d'importance dans les deux régions des États-Unis qui nous permettront, une fois acquises, d'aller signer tous les catcheurs importants, histoire que les autres fédérations ne nous les piquent pas. Allez, on se retrouve directement pour les backstage du 4ème Dynamite, donc de la vidéo. Si d'ici là il n'y a pas de nouvelles croustillantes, bien sûr, à vous communiquer, puisque sinon je m'arrêterai et je vous informerai de tout ce que je juge utile. Aucune nouvelle croustillante sur la dernière semaine écoulée, les gens, et pas non plus d'incidents backstage à traiter. On a 100% de rating, c'est absolument parfait. Et donc du coup on se retrouve pour un medal un petit peu cocasse entre Roddy Piper et Kevin Nash, puisqu'on sait que les deux ne s'apprécient guère dans la vie de tous les jours, mais je vais essayer de faire un middle positif pour essayer de les rabibocher un petit peu. Et bah non, maintenant ils ont une hated relationship entre les deux, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la suite des opérations. Mais écoute, c'est pas très grave, au moins on aura tenté. Je vais boucler le show de mon côté en espérant que personne ne retourne de tout le roster contre l'autre, parce que ça peut être aussi une de mes craintes, mais bon, c'est pas grave. Je boucle le show de mon côté, toujours dans le mid-souff, et on en débrief juste après, tous ensemble, ne bougez pas. Le Go Home Show d'AEW Revolution, nous sommes au CO Fillmore Auditorium devant 3616 pèlerins comme la semaine passée, toujours dans le mid-souff bien sûr, ça ne vous a pas échappé. Nous démarrons le show avec de l'action, du catch, de la bonne bagarre entre Steve Austin et Balls Mahoney. Oui, on le sait, Balls Mahoney est un petit peu lié quand même à la clique de Kevin Nash, Tyler Black et John Moxley. Steve Austin lui fait face dans un match que j'ai mis en style de show, et au vu de la note 83, on peut penser quand même que ça a été le cas. Match avec une fantastique UI, du grand catch, Steve Austin bien sûr qui a battu Balls Mahoney, pas de suspense. 10 minutes 46 de combat qui se termine sur un Stone Cold Stunner tombé 1-2-3, 85 de rating pour Steve Austin, 49 de performance in-ring pour Balls Mahoney, match plutôt solide. Austin qui fait des fucks à tout le monde, la foule est chaude, tout le monde est content, et le show démarre sur les chapeaux de roue. S'ensuit un match quand même pour calmer la foule, si tant est que c'était un petit peu le but recherché. 37 de rating, c'est quand même pas bien gégène. Sweet Saraya, Chantal Taylor et Becky Belair face à Nike Neidhart, bien évidemment, Fatal 4-Way pour couronner une aspirante numéro 1 en titre de Jazz. Jazz qui est à la table des commentateurs, et qui fera face à la vainqueur de ce match, à Révolution 3ème du nom, et dans un match pauvre puisque c'était qui finit comme tel. En même temps avec la note fallait pas t'attendre à autre chose. C'est Nike Neidhart qui va défaire Chantal Taylor et Becky Belair ainsi que Sweet Saraya en 7 minutes 54. Elle va rafler la mise, Nike Neidhart, après avoir défait Chantal Taylor via soumission et le sharp shooter en termes de in-ring performance. Becky Belair et là Winklick, 16 de performance effectivement, Nike Neidhart à 41, 32 pour Chantal Taylor et 42 pour Sweet Saraya. À l'issue de ce match, ça nous fait quand même un 60.
Jazz va se foutre de la gueule des participantes et surtout du match qu'elles viennent de pondre, pardon, qui a été quand même vraiment terrible. Le public limite a voulu leur jeter des tomates selon dire de Jazz. Franchement, elle considère qu'aucune n'a le niveau pour véritablement être challengeuse et avoir une opportunité à son titre. Becky Bellès, la nana, elle fait des bikini contests, elle perd dans un Brian Panties match contre Maryse. Natina Dart, elle l'a battue, elle sait même plus combien de fois, elle arrive même plus à les compter sur les doigts des mains. Bref, Jazz, elle demande à ce que Polyman lui trouve une autre challengeuse. Polyman, il est bien embêté. Enfin, je veux dire, il a personne sous le coude, quoi. Natina Dart, c'est celle qui doit affronter Jazz, elle vient de mériter son opportunité. Et Jazz qui va pas être contente, elle va sermonner un peu Polyman, elle va se foutre de la gueule de Becky Bellès. Et quand Jazz s'apprête à partir, Becky Bellès nous dit eh bien qu'elle aura affaire à une plus grosse concurrence qu'elle ne le pense du côté d'AEW Revolution. Pourquoi? Parce que Becky Bellès a entre ses mains un enregistrement qui va tout changer, une révélation qui va tout changer. On le sait, Becky Bellès et Jazz, elles ont fait équipe lors du tournoi pour couronner une nouvelle championne quand le titre a été rendu vacant après la suspension d'Amazing Kong. Et Becky Bellès a entre ses mains une conversation entre elle et Jazz. Elle a une conversation et elle va demander à ce qu'on lui passe un micro pour que tout le monde puisse entendre cette conversation. Et dans cette conversation, Jazz, qui n'était pas forcément la plus aimée dans les backstage, a fait un pacte avec Becky Bellès et on entend via cet enregistrement que Jazz avait promis à Becky Bellès une opportunité au titre quand elle le souhaitait. Et Becky Bellès souhaite avoir son opportunité à AEW Revolution. Ce qui signifie qu'il y aura une plus grosse concurrence pour Jazz puisque ça sera un triple threat. Jazz est complètement fin folle, tu m'as épié, tu m'as trompé, tu m'as eu, tu t'es joué de moi, et Polyman qui lui dit une parole, c'est une parole. Et donc grâce à cet enregistrement qui sort de nulle part, Becky Bellès va obtenir son match de championnat et ça sera donc à Révolution un triple threat pour le titre féminin de la All Elite Wrestling, Jazz contre Natina Dart contre Becky Bellès. Alors certains vont me dire, vu les performances qu'elle fait, elle va te ruiner ton match. T'inquiète, j'ai des plans, il faut que je les puisse les assouvir. Et ces plans, ils passent par là, ils passent par l'intégration de Becky Bellès dans ce match de championnat. Becky Bellès qui n'a pas fait du très bon boulot pour aller en dehors du script, tout comme Jazz d'ailleurs. En revanche, il y a Polyman qui relève un petit peu le niveau, tout comme Bret Hart qui ont paru vraiment très bons dans le segment. Derrière Bobby Roode qui fait face aux Young Bucks, pardon. Bobby Roode qu'on a gros sur la patate quand même, le garçon il a perdu contre l'ami Super Dragon parce que il y a eu une intervention botchée de Barbara Keenan, bon il a trop rien dit. La semaine passée Super Dragon il bat le bras droit de Ted DiBiase Senior à savoir Tommaso Ciampa, là il a besoin tu vois de se défouler et le punching ball ça va être les Young Bucks. Match pauvre certes, mais Bobby Roode qui va prendre une victoire importante en 6 minutes 18 face donc aux Young Bucks quand Bobby Roode va défaire Matt Jackson via pinfall avec le Northern Lariat. 52 performances in ring donc pour ce rating de match, 57 pour Bobby Roode, 30 pour Nick Jackson et 23 pour Matt Jackson. Nick qui fait des performances plutôt correctes pour un catcheur qui est en lower mid card actuellement dans notre fédération. Derrière, Paul Heyman est dans son bureau et il a au sein de son bureau Kevin Nash bien sûr qui s'occupe des intérêts de Tyler Black et John Moxley, The Nest qui sont présents, les champions par équipe ainsi que les anciens champions Keith James et Mac Barton. Ils vont signer un contrat pour les championnats du monde par équipe, parce que c'est le match qu'on attend. Sauf qu'ils vont se faire interrompre alors que tout le monde avait signé par Kevin Steen et Generico. Et désolé, hein, Kevin Steen s'excuse auprès de Paul Heyman, pardon Monsieur Heyman, mais voilà, depuis la semaine dernière, on veut vous voir, personne nous laisse du temps, là il faut vraiment qu'on vous parle, et je pense que c'est le bon moment parce que les contrats arrivent et ils vont être signés. Et Kevin Steen dit, bon, on a battu Super Dragon et Bryan Danielson, les anciens champions, enfin anciens champions, avant que Keith James et Mac Barton puissent les battre, et prendre les titres, on a fait un draw face au Nest, The Nest nous a jamais battus, on a eu une opportunité qui s'est un peu envolée dans le Fatal 4-Way. On est une équipe appréciée, une équipe populaire, une équipe méritante, et on aimerait pouvoir intégrer ce match de championnat, et si Keith James et Mac Barton le veulent, le souhaitent et nous l'autorisent, on aimerait pouvoir avoir cette opportunité. Kevin Nash qui se lève, qui dit mais vous déconnez ou quoi, infériorité numérique, et Paul tu vas arrêter de prendre des décisions qui sont contre tes champions, déjà moi affronter encore Austin, là tu veux mettre à méga un triple threat qui sait plus que 33,3% de chance de gagner, enfin ça va pas, ça peut pas se passer comme ça, et Kevin Steen qui prend à part
Kip James et Mike Barton, et qui disent les gars, à Kip, nous on avait notre match de championnat, je sais pas si tu te souviens à l'époque, quand Super Dragon et Bryan Danielson étaient encore champions, tu nous avais dit ouais, attendez, remettez un peu votre opportunité en jeu parce que j'ai un partenaire, une grosse annonce et tout, est-ce que vous pouvez le faire, est-ce que tu acceptes ça? On avait accepté à l'époque, et aujourd'hui on veut le retour à l'envoyeur, et Kip James ainsi que Mike Barton n'y voient aucune objection, ce qui va permettre à Polyman de prendre la décision du triple threat parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour le business selon lui. Bref, un triple threat est désormais booké. Donc on aura pour les championnats par équipe The Nest contre les Teen Idols, contre El Jericho. Bref, ça va être un truc de ouf godin qu'on va se booker tout à l'heure. Pour le dernier show de la vidéo, Kip James qui a fait une super improvisation donc durant ce script, Kevin Steen qui a pas du tout été bon, Paul Heyman qui a paru bon, pareil pour Kevin Nash, la performance de Tyler Black a été bonne, la performance de Kip James fantastique, Mike Barton complètement paumé, et j'imagine que Jericho lui aussi au même titre que Jon Moxley qui sont encore voilà, un petit peu perdus dans ce genre de segment. Il y a beaucoup de star power et surtout les dialogues sont total impro et qu'on sait plus trop où y mettre de la tête. Derrière, Becky Bellès nous fait un petit striptease, bien contente de son petit tour qui a fonctionné. Elle nous fait un petit striptease sympa. Le public sur un seuil 55 de rating. Tout va bien et reste dans ce segment. Kevin Steen face à Jon Moxley. Kevin Steen face à Kevin Nash. Match avec une fantastique unité du 6 en catch. Bien sûr, le titre n'est pas en jeu. Kevin Nash va défaire Kevin Steen en 11 minutes 22 via pinfall avec le Jackknife Powerbomb. RAS 68 de rating. Victoire de Kevin Nash complètement clean. Performance de 57 pour Kevin Steen, 61 pour Kevin Nash, 68 de rating. C'est un match plutôt correct, même si pour le main event c'est peut-être un petit peu l'edge. Mais ce qui va se passer derrière est intéressant. Ou pas d'ailleurs, parce que ça nous fait un 68. On va avoir Kevin Nash qui va s'acharner sur Kevin Steen. Derrière, on va avoir Mike Barton, Kip James qui vont essayer de faire le save. Seulement, Tyler Black, Jon Moxley vont s'en mêler. Ils vont avoir une supériorité numérique. Steve Austin va tenter aussi d'aller sauver ses partenaires. Et puis Balls Mahoney par derrière va frapper Steve Austin. Et les Teen Idols ainsi que Steve Austin vont passer à travers des tables. Comme ça, les Heels font un gros statement avant le prochain pay-per-view qui sera le dernier show de notre vidéo. La performance de Steve Austin a été bonne et la performance de Kevin Nash également, et la storyline avance malheureusement, perd un petit peu de rythme, on aura le temps d'en regagner dès le show prochain, à savoir notre pay-per-view AEW Revolution. 68 donc de rating global, ce qui n'est pas forcément un go-home show extraordinaire, mais on améliore quand même notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés, c'est le principal, et bien évidemment on l'attend avec impatience, et je pense que vous l'attendez aussi comme moi, ce pay-per-view d'AEW Revolution qui s'annonce sur la carte quand même plutôt prometteur. 0.19 de TV rating, les petits potes, 143 890 pèlerins devant sa TV. C'est un petit peu plus que la semaine dernière, malgré le fait qu'on fasse un show avec 5 points de moins que celui de la semaine dernière. 3616 pèlerins, c'est également plus que la semaine passée. Je pense qu'au niveau de la size, ça doit encore se ressentir. Non, pas encore. 35, on ira faire un petit tour après, bien évidemment, à le passage au mois de mars. En tout cas, il nous reste encore un show, le pay-per-view AEW Revolution, notre WrestleMania à nous. On va tout de suite se rendre dans les backstage, traiter des incidents s'il y en a, et puis ensuite bien sûr on se boucle le dernier show de la vidéo et le plus gros pay-per-view de notre année. C'est parti, bougez pas. Pas de news croustillantes sur les quelques jours écoulés, pas non plus d'incidents backstage à traiter, donc du coup un petit middle entre Claudio Castagnoli et Roddy Piper. On sait qu'ils ont une grosse alchimie ensemble dans le ring, on va voir si ça peut être aussi le cas dans la vie. Pas d'effet particulier, bon ils travaillent juste ensemble, mais sinon ils partiraient pas en vacances tous les deux. C'est pas grave, au moins on a tenté. Je vais booker le show de mon côté, et bien sûr on en parle juste après pour le débriefer. Tous ensemble, ne bougez pas, ça va être quelque chose de fou, peut-être le meilleur pay-per-view de l'histoire de notre All Elite Wrestling. C'est parti, je suis impatient de vous proposer ça. CO Fillmore Auditorium, 3700 personnes, AEW Revolution, troisième du nom, et nous démarrons fort, très fort, avec le meilleur opener possible, le match de championnat du monde par équipe, un triple threat, El Jericho, Teen Idols, The Nest. On sait tout ce qui entoure ces hommes-là depuis des semaines et des semaines. Vous avez suivi bien sûr tout ce qui s'est passé en amont. Match avec une grande hit, du bon catch, tu m'étonnes, 79 de rating, que demander de plus. C'est The Nest qui va sortir vainqueur de ce combat.
Un combat de plus de 18 minutes 30. Tyler Black qui pin au centre du ring Mike Barton via pinfall avec le super kick qui s'est pris pour les frères Jackson. Match complètement clean, il n'y a pas eu d'intervention. The Nest qui ont été les plus opportunistes, les plus malins et qui font donc leur première défense du titre de championnat par équipe 79. C'est une très bonne note pour commencer le show, à noter la performance énorme de 80 de Kip James, mais franchement les autres sont pas en reste, 65 de Kevin Steen, 46 d'El Generico, c'est un petit peu loin mais quand même, 56 de Mike Barton, 57 de John Moxley, 70 de Tyler Black. The Nest reste donc les champions du monde par équipe. Derrière, Colt Cabana fait face à Tommaso Ciampa. Colt Cabana qui est sur une winning streak, 3 victoires d'affilée, et il affronte Tommaso Ciampa dans un match qui est défini comme pauvre, mais quand même il a une place en pay-per-view avec l'ami Terry Funk qui est présent aussi ringside, tout comme Barbara Kinen qui fait du super boulot pour Tommaso Ciampa, et Colt Cabana qui va continuer sa winning streak, 4ème victoire d'affilée puisqu'il a pinned en 6 minutes 43 Tommaso Ciampa avec un surprise cradle, le fameux petit paquet, performance in ring de 33 pour Colt Cabana, 42 quand même pour Tommaso Ciampa, pas mal du tout, bref, un bon petit match pour Colt Cabana qui prend donc une 4ème victoire et ça permet de faire redescendre aussi la foule qui était bien montée en pression après quand même un opener de très très bonne facture. Derrière, Super Dragon qui fait face à Bobby Roode. Bobby Roode, Super Dragon, la rivalité vous la connaissez, on l'a buildé tout au long de cet épisode. Ted DiBiase Senior qui voulait donner de l'argent à Super Dragon pour qu'il aille ailleurs et surtout fasse le mieux pour sa carrière. Super Dragon qui a vu quelque part dans les yeux de Ted DiBiase un acte de peur envers pourquoi pas sa possibilité d'aller chercher le titre de Bobby Roode. Il a franchi les étapes Super Dragon ces dernières semaines, remporté des matchs et notamment face à Bobby Roode. Et là, il affronte Bobby Roode pour le titre TNT, match avec une bonne hit et du descend catch. Bobby Roode défait Super Dragon en 11 minutes 42 via pinfall avec le Roodplex. Bobby Roode qui bat Super Dragon. Mais après l'intervention de Bryan Danielson, qu'on n'avait pas vu, puis Blood and Guts, notre dernier pay-per-view, fin du mois de novembre. Ça fait plus de 3 mois qu'on l'avait pas vu. Il fait son retour pour coûter à Super Dragon la possibilité de devenir champion TNT. Bobby Roode fait donc sa 4ème défense du titre du championnat secondaire. Super chemistry encore une fois entre Joey Styles et Ronnie Savage, ça on le sait. 60 de performance in ring de Super Dragon, 52 pour Bobby Roode et la storyline. Moneyman avance et gagne de la hit. Derrière, Travis Hummel, Mike Mizanin et Maryse qui sont présents dans le ring. Travis Hummel nous explique que en revoyant les images du Fatal 4-Way pour devenir challenger numéro 1, eux ils sont toujours là-dessus, qu'en fait c'est pas tellement El Jericho qui leur avait coûté la victoire. Ils se sont trompés de cible, ils l'avouent humblement. Bon, ils disent rien sur la défaite, hein, coup de chance, hein, tu connais, c'est Travis Hummel et Mike Mizanin. Mais en revanche, ils pensent que ils ont des comptes à régler et des culs à taper, notamment ceux des Rotten Brothers qui ont pris le tombé. Et ouais, The Nest a fait le tombé sur un des membres de Rotten Brothers, donc c'est eux quelque part qui ont coûté l'opportunité à Travis Hummel et Mike Mizanin, donc aujourd'hui ils veulent régler les comptes, et donc ils invitent les Rotten Brothers à aller les affronter et à se bagarrer. Toujours un problème avec la gimmick de Mike Mizanin qui va faire que je change. J'arrête pas de me dire rating initial awful alors que ça fait des semaines et des semaines que j'ai changé la gimmick. Bon bref, je vais retouquer ça, je vais lui changer la gimmick. De toute façon, il n'y a rien qui marche avec Mike Mizanin, c'est une horreur. Le match nous fait un 46, ce qui est un match plutôt correct, même s'il est défini comme pauvre. Les Young Wolves qui vont défaire les Rotten Brothers en 7 minutes 42, quand Travis Hummel va défaire Ryan Rotten via pinfall avec l'intervention de Maryse, hein, histoire que ça soit pas clean. Bon, j'ai pas vraiment de plan ou d'envie de rivalité entre les Rotten Brothers et les Young Wolves, mais voilà, au moins petite intervention, tout le monde reste fort. Victoire des Young Wolves qui sont quand même, je pense, plus une priorité que les Rotten Brothers. 46 de rating, Mike Mizanin toujours le wink link avec un 28, voilà, ça devient vraiment compliqué Mike Mizanin. 47 pour Travis Hummel, ça reste plutôt pas mal. 38 pour Ryan Rotten et Axel Rotten est à 40. Victoire des Hills, victoire des Young Wolves qui prennent un petit peu de momentum et qui se rattrapent après leur défaite subie des mains d'El Jericho bien sûr. Derrière, Becky Belair face à Jazz, face à Nighty Neidhart. Et bah écoute, ça fait quand même un 49, malgré la présence de Becky Belair qui était présente là à ce moment-là. Match pauvre, malgré tout. Match pauvre, écoute, on fait ce qu'on peut. Jazz qui va défaire Becky Belair et Nighty Neidhart. Ah oui, 5 minutes 37 quand Jazz défait Becky Belair. En utilisant les cordes pour appui, mais pas que. Elle a aussi tiré la culotte à un moment donné durant le tombé. Et ça a permis, l'arbitre ne l'a pas vu, et ça a permis à Jazz de prendre la victoire sur Becky Belair et donc
de faire à nouveau une défense de son titre féminin, la deuxième déjà. Jazz est toujours la championne féminine, après encore une fois, avec une petite technique illicite, des, des- des tactiques un petit peu douteuses, mais c'est comme ça, c'est une championne un petit peu roublarde, un petit peu opportuniste, c'est comme ça qu'on l'a bookée, c'est comme ça qu'elle s'assume, et Jazz est toujours la championne, et pour le reste, back of the line, on imagine, mais qui blesse 17, 54 pour Jazz, et Nike Nadar fait quand même un correct 44. Derrière Bobby Lillard, George Frankenstein et Rina Mero qui font un 74. Alors ça c'est très rare quand on fait un plus de 70, qu'on fait une note en vert pour des bikini contests, mais écoute on va prendre. Victoire de Rina Mero, voilà, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, elle est plus commentatrice, mais voilà, victoire de Rina Mero, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, petit segment sympa, ça a duré 6 minutes, tout le monde est content, tout le monde s'est rincé l'œil. Et enfin le main event. Main event entre Steve Austin et Kevin Nash, vous voyez la note 77. C'est pas mal, ça aurait pu être mieux, mais au vu de comment j'ai booké le match, honnêtement, c'était difficile d'aller au-delà de 80. Match quand même défini comme exceptionnel, où Kevin Nash va défaire Steve Austin. Et oui, victoire de Kevin Nash, après que Steve Austin, après 12,45 de combat, s'est fait disqualifier. Parce que le garçon est parti dans une rage totale. Il y a Kevin Nash qui a fait un petit peu de mind games. Et Steve Austin, voyant que ça allait encore lui échapper, s'est mis à péter les plombs. Et Earl Hebner a énoncé une disqualification. Kevin Nash fait donc sa troisième défense du titre de la All Elite Wrestling. Performance de 92 pour Steve Austin, 66 pour Kevin Nash. Et la storyline d'Archangel, vous imaginez bien, avance grâce à ce segment, mais c'est pas fini. Bah non, bah non, pas du tout. Puisque derrière, Steve Austin, qui n'en revient pas de s'être fait encore une fois baiser par l'arbitre, et par l'appréciation de l'action par l'arbitre, va partir dans un stoner party. Mais total. Total, total. Il y a un annonceur qui annonce le, euh, le vainqueur. Il se prend un stoner, le pauvre Joe Styles. Kevin Nash qui se relève, stoner. Paul Heyman qui essaie de raisonner Steve Austin, stoner. Et Steve Austin qui va célébrer derrière avec la foule. Enfin, célébrer, en tout cas, fêter sa petite victoire du soir avec des fucks à tout le monde. Il va balancer des bières, énervé. Steve Austin n'est pas champion. Kevin Nash reste le maître de la All Elite Wrestling. 74 de rating. On aurait pu s'attendre à mieux, c'est pas le meilleur pay-per-view de l'histoire de notre fédération, mais ça reste plutôt correct. On va faire des speeches quand même, remercier les garçons qui nous ont marqués, notamment Kip James, à qui on va dire qu'il a fait une bonne performance. On va également donner des encouragements à Bobby Roode. Bobby Roode qui voilà, était quand même pas mal durant ce pay-per-view avec une bonne performance de 60 si je ne dis pas de bêtises. Et puis bien sûr on va faire un câlin à Steve Austin. Steve Austin qui a vraiment fait le taf aussi. Kip James qui a paru content. Bobby Roode qui a paru content. Et Steve Austin également. Bref, ça reste un show quand même très correct. Je pense qu'on améliore encore notre popularité. On aura le temps de façon de passer à ça. On va, je pense, avancer d'une journée, bien sûr, pour faire le bilan financier. Mais voilà, 74 quand même plutôt correct. J'aurais aimé qu'on fasse un petit peu mieux et qu'on fasse le meilleur show de l'histoire de la fédération. Mais peut-être qu'il aurait fallu aussi qu'on aille peut-être dans le Midwest. Là, on est le plus populaire. C'est vrai que faire ça dans le Mid-South, c'était peut-être un petit peu risqué. Mais c'est pas grave, ça permet aussi de prendre de la popularité. Et je pense d'ailleurs que ce choix-là va s'avérer payant, notamment par rapport au gain d'importance dans cette région du Mid-South qui est importante d'aller gagner. Alors attends, la size, on est toujours à 35, mais ça va de toute façon monter. Hein. On a fait donc 74, sell out, 148 000 viewers. Ouais, c'est beaucoup plus que les semaines précédentes, ça c'est clair. Ça va porter ses fruits. Hein. De toute façon, d'aller dans le Mitsou faire des choses, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bataille régionale, bon bah écoutez, on est plutôt pas mal, on est deuxième un petit peu partout. On finit premier quand même dans la Tri-State parce qu'on est très bon. Brian Danielson qui voit donc soit tourner avec la New Japan terminée. Christopher Daniels qui voit la New Japan, qu'est-ce qu'ils font? La tournée, ça va, j'ai eu peur, parce que je me méfie toujours hein, de ce genre de truc. Bobby Roode, qui voit la New Japan également lui faire un contrat, mais je pense que ça c'est pareil, c'est de la tournée. Voilà, c'est de la tournée, c'est normal. Le garçon est en train de prendre de la popularité, bah écoute, va au Japon, hein, va catcher, ça sera pas mal. AEW Revolution, bon on a vu, ça fait 0.19. Et Kip James qui nous dit que Mike Barton ne connecte pas avec les fans. Bah, son partenaire, mais aucune pitié. Hein. Hop, allez c'est parti, vas-y mon pote, de toute façon ils sont pas copains dans la vie, donc tout va bien.
Au niveau donc du coup de bilan financier, on a fait 23 000 de profit, ce qui est plutôt correct hein, au vu de la destination de nos shows, puisqu'on était dans le mid-souffle. Ouais, 248 000 donc, de tickets vendus, ce qui est plutôt pas si mal. Au niveau du TV revenu, bon bah on est à 40 200, c'est normal parce que on a fait que 5 shows et c'est un petit peu le lot à chaque fois qu'on fait 5 shows. De sponsors, bah forcément on a pris un petit peu plus que le mois passé. Les marchandises, c'est à peu près stable. 195 000 dollars de coût de worker, un coût de show qui est quand même là aussi très important puisqu'on a fait 5 shows contre 4 le mois précédent. Au niveau de la production, forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Et au niveau des taxes, on est beaucoup moins assassiné, c'est normal, on a fait beaucoup moins de profit. D'ailleurs, en parlant de la production, j'ai envie d'upgrade un petit peu tout. Hein, histoire qu'on puisse aussi, pourquoi pas, gagner plus facilement un rating de qualité. Qu'on passe en high quality pour la production values, en professionnel pour l'expérience en live, en in-house pour le qualité du broadcast, et voilà, en major license également pour la musique. Ça permettra tranquillement mais sûrement de faire avancer notre fédération, et je pense que lors de la prochaine vidéo on va régler aussi les problèmes de morale issue. J'espère que cette vidéo les gens vous aura plu. Si c'est le cas, non je déconne, faux départ, on n'a pas fait un point sur la liste des storylines et sur le prestige des titres. Enfin on coupe, ou pas d'ailleurs. Dark Angel 75 et 57 pour Bunnyman. C'est bon, on est encore dans ce qu'on nous demande, il n'y a aucun problème. Là-dessus, aucun souci, on est bien au-dessus de ce qui est recommandé ou de ce qui est obligatoire. Au niveau du prestige du titre donc féminin, on est à 65. 100 pour Kevin Nash, 100 également pour les titres par équipe détenus par The Nest. Au niveau du TNT Championship, on est à 75. Hein. Ça devient très compliqué. Effectivement, j'espère qu'on va arriver à faire quelque chose d'un petit peu mieux parce que là, avec Bobby Roode, c'est pourtant pas mauvais ce qu'on fait avec Bobby Roode, mais malheureusement, c'est vrai que ça perd en prestige. Si la vidéo vous a plu, les gens, c'est le moment. Mettre votre like, votre abonnement, votre commentaire, le coup du chapeau, bref. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TOW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.